Face aux défis sécuritaires, climatiques et de transformation des systèmes agricoles, les politiques publiques sont cruciales pour la résilience et la durabilité des filières. Dans ce décryptage, nous recevons Alban Mas Aparici, économiste OCDE spécialisé dans les systèmes alimentaires et les politiques agricoles, pour évoquer les sujets de la transformation agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire. Monsieur Alban Mas Aparici, bienvenue sur Africa 24. Bonjour, merci beaucoup à vous. Malgré une stagnation à environ 12%, le commerce intra-régional ouest-africain, selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économique, est majoritairement manufacturé à plus de 60%, contrastant avec la dépendance aux matières premières pour l'exportation externe. Comment utilisez-vous cette dynamique pour accélérer l'industrialisation? Merci. Pour nous, nos données issues du récent rapport que nous venons de publier sur le commerce intra-régional alimentaire en Afrique de l'Ouest, nouvelles données, nouvelles perspectives, nous trouvons que ce commerce est en réalité bien plus important que ce que ne le laissent penser les statistiques officielles. Donc en termes de part du commerce alimentaire qui est réalisé dans la région d'Afrique de l'Ouest, nous trouvons que ce commerce, si on exclut le cacao et la noix de cajou, représente plutôt 38% du commerce effectué par les pays de la région, ce commerce intra-régional. Par ailleurs, en termes d'exportation alimentaire, nous trouvons que les exportations alimentaires d'Afrique de l'Ouest vers la région elle-même représentent 60% de ces exportations alimentaires. Donc, un message est clair, ce commerce intra-régional alimentaire est bien plus élevé que ce que ne laissent penser ces statistiques. En termes de composition des produits, vous évoquez les exportations de matières premières. C'est peut-être une réalité au niveau du commerce en général, mais sur le commerce alimentaire, il y a beaucoup d'exportations de produits de haute valeur à l'interne de la région. Donc on a beaucoup d'exportations de fruits, de légumes, de bétail, de poissons. Ce sont des produits à haute valeur et de plus en plus des produits transformés dans la région elle-même qui sont donc acheminés des pays producteurs vers des pays consommateurs qui se situent dans la région. Malheureusement, une grande partie de ce commerce de produits à haute valeur n'est pas enregistré au niveau des douanes. C'est pourquoi on a parfois l'impression que le commerce intra-régional alimentaire est un peu faible. Mais nos études, nos analyses montrent que ce n'est pas forcément le cas. La CEDEAO, avec 400 millions d'habitants et un PIB agréé de plus de 700 milliards de dollars, représente un marché au potentiel largement inexploité. Quels bénéfices économiques tangibles en termes de croissance et de volume d'échange l'établissement d'un marché commun pleinement opérationnel pourrait-il générer pour la région? Vous mentionnez justement la taille du marché commun de la CEDEAO. C'est quelque chose que nous avons aussi analysé au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Nous estimons que la demande alimentaire régionale, à la faveur de l'urbanisation, de la hausse des revenus, pourrait atteindre 480 milliards de dollars d'ici 2030. Donc c'est un véritable vecteur de production agricole, de développement de ce commerce et qui représente donc une opportunité majeure déjà saisie par les différents acteurs de l'économie alimentaire régionale, que ce soit les producteurs, les commerçants, les transporteurs, transformateurs, détaillants, et également par d'autres investisseurs du secteur privé. Donc cette opportunité est déjà saisie, mais elle va continuer de grandir. Donc le vrai enjeu, ça va être de se saisir de ce marché commun pour aller chercher cette demande. Évidemment, il y a une concurrence avec les importations de l'extérieur de la région. Et donc, tout l'enjeu va être d'avoir un marché qui fonctionne de manière plus efficiente pour que les acteurs de l'économie alimentaire régionaux puissent se saisir de cette opportunité pleinement dans les décennies à venir. Malgré les accords régionaux, les entreprises font face à des retards pouvant aller jusqu'à 48 heures aux frontières et à des coûts informels significatifs. Quel est l'impact chiffré de ces barrières non tarifaires sur le commerce intra-régional et quelles politiques publiques ont prouvé leur efficacité pour les réduire? Alors, c'est vrai que les barrières non tarifaires sont conséquentes dans la région et entravent le commerce intra-régional alimentaire. Donc, on a différentes études qui chiffrent cet impact-là. Par exemple, on sait que sur les corridors entre le Togo et le Nigeria, on a des temps d'attente qui peuvent être de 3 heures
tous les 100 km qui ont été calculés. Et on a aussi une étude qui a mesuré l'impact de ces barrières non tarifaires, donc principalement les nombreux checkpoints qui sont disposés sur les axes de transport et les difficultés à traverser les postes frontaliers. Et donc, on a des études sur l'impact de ces barrières sur les prix alimentaires qui nous ont montré que, par exemple, sur le bétail, elles pouvaient renchérir jusqu'à d'un tiers le prix du bétail à destination. Sur des produits comme le mil, 42%. Même sur des produits comme l'oignon, on a des études qui nous montrent que c'est 10% de prix aux consommateurs plus élevé à l'arrivée. Donc les conséquences sont réelles. Maintenant, en termes d'action, il y a des mesures techniques qui peuvent être adoptées, qui sont adoptées pour réduire ces barrières non tarifaires, comme des postes aux frontières juxtaposés, une harmonisation des réglementations entre les pays, puisque une des principales contraintes lors des passages aux frontières, c'est que parfois les documentations exigées diffèrent en fonction des pays de la région. Mais on voudrait aussi, et c'est quelque chose qu'on a souligné pendant cet événement donc, que nous organisons ici à Abidjan sur le commerce intrarégional alimentaire avec la CEDEAO, on a souligné des contraintes qui vont au-delà des barrières non tarifaires à solutionner pour accélérer ce commerce alimentaire intrarégional. Ça inclut l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises alimentaires qui commercent déjà ou veulent étendre leur commerce dans la région. C'est une contrainte majeure. Ce n'est pas aux frontières, mais c'est dans les capitales ou les villes secondaires où sont situées ces entreprises. Elles n'arrivent pas à accéder à des crédits. Une deuxième contrainte, ce sont évidemment les infrastructures de transport, mais aussi les services logistiques. C'est difficile pour ces entreprises de trouver des services qui vont acheminer leurs biens alimentaires dans d'autres pays, avec tous les critères de qualité que cela implique. Et enfin, un troisième critère fondamental, ou une troisième mesure de promotion du commerce intrarégional fondamental, c'est l'investissement dans des meilleures données. Et donc évidemment, nous, au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'OCDE, nous travaillons sur ces questions-là. Mais ces données, elles permettent aussi aux commerçantes, aux commerçants de mieux identifier où sont les opportunités de marché pour étendre leurs activités dans la région. Selon les indicateurs internationaux, plusieurs pays ouest-africains se situent en bas du classement logistique mondial avec des délais de transport pouvant être 2 à 3 fois plus longs qu'en Asie. Quel investissement prioritaire recommandez-vous pour améliorer la performance des corridors régionaux? Merci. En termes de corridors, on a, disons, plusieurs lectures de ces corridors-là. Il y a certes les routes, les autoroutes, qui relient des axes de consommation majeurs, comme par exemple le corridor Abidjan-Lagos, mais aussi le corridor Dakar-Bamako ou le corridor Abidjan-Ouagadougou. Donc on a ces axes routiers-là où clairement on a d'ores et déjà des investissements en cours dans la région par différents acteurs pour améliorer les infrastructures routières. Ils sont très importants pour relier ces pôles de consommation entre eux et aussi des grands bassins de production régionaux à ces pôles de consommation urbains en pleine croissance. Mais ce n'est pas tout, parce que l'important, c'est que ces corridors, pour ce qui est de l'alimentation et des denrées alimentaires, ils servent aussi la consommation des populations de la région. Et donc, pour cela, il faut qu'ils soient connectés entre ces pôles de demande urbains en particulier, comme je l'ai souligné, qui sont en pleine expansion, et les bassins, les zones de production qui sont un peu émaillées dans la région en fonction des zones agroécologiques et des spécificités en termes de produits. Et là, c'est aussi l'enjeu de relier ces corridors-là aux villes et à travers des réseaux de routiers secondaires, tertiaires, de s'assurer qu'ils soient connectés dans ces zones de production spécialisées. Par ailleurs, on a évoqué les routes, mais il y a aussi d'autres enjeux comme le transport ferroviaire qui permet aussi d'acheminer très efficacement les marchandises dans de nombreux endroits du monde. Et donc, il y a cette question aussi de relier différents endroits de la région à travers les infrastructures ferroviaires. Enfin, nous avons la question fluviale. Dans certains endroits de la région, il y a énormément de commerce alimentaire fluvial qui se déroule, qui est très mal compris parce que très mal mesuré. Mais dans une pensée, disons, systémique d'investir dans les corridors alimentaires de la région,
il est très important de penser cette intermodularité entre fluvial, routier et ferroviaire. L'Afrique de l'Ouest capte encore moins de 5% des flux mondiaux d'investissement direct étrangers. Quels leviers structurels doivent être activés pour rendre les projets d'infrastructures commerciales plus attractifs pour les investisseurs internationaux? Bon, alors nous, au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, notre positionnement, c'est d'être une structure qui produit des données, de l'analyse de haute qualité et du dialogue autour de ces analyses-là pour renseigner les politiques publiques, mais aussi les investissements privés dans la région Afrique de l'Ouest et même Afrique en général. Donc forcément, un levier prioritaire pour nous, ça va être la collecte et l'analyse et la mise à disposition dans le dialogue politique de meilleures données qui renseignent sur la réalité de ce commerce. C'est-à-dire quelle est sa taille. Nous voyons dans notre récent rapport que le commerce est plus proche de 10 milliards de dollars par an que des 1,5 milliard et quelques qui sont rapportés dans les statistiques officielles. Nous voyons aussi que ce commerce, disons les partenaires principaux dans la région, en fonction des secteurs, ne sont pas forcément ceux qui sont reflétés dans les données officielles. Donc, pour pouvoir mieux, disons, mobiliser des investissements vers la région, il est important de pouvoir démontrer la taille du commerce alimentaire intrarégional, les volumes réels qui circulent dans la région qui sont nettement plus élevés que ce que rapportent ces statistiques, et aussi, encore une fois, où se situent les marchés. Nous avons par exemple le cas du bétail, qui, selon les statistiques régionales officielles, tourne autour de 100-150 millions de commerce intrarégional chaque année. Quand nous utilisons des estimations sur sa taille réelle, on se rapproche plutôt du milliard. Donc, avoir ces données-là permet ensuite d'aller faire un plaidoyer pour des institutions publiques, pour mobiliser de la finance qui va permettre d'investir dans ces secteurs-là, comme par exemple le bétail, pour augmenter son commerce vers la région. Monsieur Alban Mas Aparici, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.